Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Pi-Business Info. Pi-Business Info qui démarre une nouvelle émission qui s'appelle Diplomatie économique. Et je pense que nous avons actuellement l'honneur aujourd'hui de recevoir la personne, de mon point de vue, la mieux indiquée pour parler de ce sujet. Il s'agit de M. Babacar Ba, qui est économiste, que vous connaissez, qui est également enseignant. Je disais qu'il nous est très difficile de le présenter parce qu'il a tellement de casquettes qu'il va certainement nous dire également de nous circonscrire sur une des casquettes qui intéresse l'émission. Parce que M. Babacar Ba est économiste, mais également c'est un domaine qu'il enseigne. Il est professeur, il enseigne la géopolitique, l'économie politique, du moins la diplomatie économique. Et c'est un sujet sur lequel on va beaucoup développer et sur lequel également il va nous apporter beaucoup de réponses. Monsieur Babacar Ba, bonjour. Bonjour Monsieur Sow, je voudrais vraiment vous remercier pour cette invitation et vous dire toute ma fierté, en tout cas, de venir pour la première fois dans vos locaux et féliciter l'initiative que vous venez de prendre avec cette nouvelle émission et féliciter naturellement les efforts de votre chaîne qui parle d'économie, parce que je suis de ceux qui pensent que c'est à travers l'économie que l'on comprend le monde. Je voudrais très sincèrement vous en féliciter. Donc je suis l'ambassadeur Babacar Sané Ba. Le Sané, c'est le nom de mon homonyme d'ailleurs, qui vient de disparaître il y a une dizaine de jours, paix à son âme, qui est un ancien grand footballeur de l'US Gorée et ancien cadre de l'administration sénégalaise. Et donc, je suis l'ancien directeur de la diplomatie économique au niveau du ministère en charge des Affaires étrangères. Et comme vous le dites si bien, je suis aussi professeur associé à l'université Cheikh Anta Diop au sein de l'Institut des politiques publiques où j'enseigne la diplomatie économique et aussi dans d'autres grandes écoles comme Subdeco ou comme BEM ou comme l'ISM où j'interviens en relations internationales et en géopolitique. Et je suis aussi à des heures perdues écrivain puisque j'ai publié 2 ouvrages. Justement. Le premier sur la diplomatie économique d'ailleurs et le tout dernier sur l'accord de libre-échange. Sur la ZLECAf. La ZLECAF. Voilà. Merci beaucoup, M. Babacar Ba. Nous allons démarrer l'émission par une question que beaucoup se posent. Oui. La diplomatie économique, c'est quoi? Alors, la diplomatie économique, c'est l'ensemble des actions, des stratégies, des actions que les États mettent en place pour défendre leurs intérêts économiques sur la scène internationale, en mobilisant des instruments diplomatiques. Justement. Donc, c'est l'ensemble de ces actions, de ces stratégies que les États mettent en œuvre pour défendre leurs intérêts sur la scène économique internationale. Et je voudrais rappeler également que la diplomatie, elle a d'abord été économique avant d'être politique. Et ça aussi, j'aime le rappeler, puisque au temps du temps des navigateurs, donc du temps à l'époque, on envoyait des navigateurs. Les navigateurs, c'était donc des grands commerçants qu'on envoyait et donc qui faisaient le commerce, qui ont découvert la route des Indes. Et ces navigateurs-là donc amenaient des marchandises. C'était les premiers diplomates. Justement. Et à un moment donné, les États se sont dit qu'on envoie tellement de marchandises qu'il fallait naturellement donc protéger les marchandises et aussi ces navigateurs qu'on envoyait. Et c'était sous la Renaissance que les États italiens de Florence et de Venise ont ouvert à cette époque les premières ambassades permanentes et c'était le début de la diplomatie politique. Mais il y a eu une accélération. Donc les premiers diplomates, c'est les Italiens. Voilà, c'est ça. Et c'était des navigateurs, donc c'était les grands que vous connaissez, etc. Et puis après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une bascule, et donc avec la reconstruction de l'Europe. Et donc on a rentré dans un monde de compétition très dense pour les ressources et pour les marchés. Et c'est là où, naturellement, la diplomatie économique est revenue sur la scène internationale. Et ça permet de faire plusieurs choses. D'abord, ça permet pour un État d'attirer des investissements étrangers, ce qu'on appelle l'attractivité en matière d'IDE, d'investissement étranger, en mettant en œuvre des politiques d'attractivité. C'est le cas, et nous avons ici au Sénégal mis en place l'APIX, l'agent chargé de la promotion des investissements, avec comme relais le ministère en charge des Affaires étrangères qui dispose des ambassades qui sont des postes avancés du Sénégal. Et donc, la diplomatie économique permet de faire l'attraction des investissements étrangers. Mais elle permet également de faire la promotion des exportations, de faire la promotion des produits made in Sénégal à travers des stratégies de pénétration commerciale. Et c'est pourquoi nous avions mis en place ici l'ACEPEX, toujours avec comme relais les missions diplomatiques et consulaires et qui ont cette mission de promotion des exportations.
Elle permet également de faire la destination de la promotion de la destination Sénégal à travers la promotion touristique. Elle permet aussi de faire la promotion culturelle parce que la culture est un levier économique de promotion donc, du pays. Et donc, c'est toutes ces actions-là qu'on appelle donc, la diplomatie économique et les États utilisent des instruments diplomatiques et avec aussi des piliers comme les forums économiques qu'on organise, comme les rencontres bilatérales entre les États qu'on appelle les commissions mixtes ou dans le cadre de négociations multilatérales à l'Organisation mondiale du commerce ou dans d'autres instances internationales. Justement, vous avez vraiment fait une énumération effectivement de l'utilité de la diplomatie économique, mais en fait, quand on parle de diplomatie économique, on parle d'accords. Les accords, également la création parallèlement d'agences. Oui. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est en quoi ces agences peuvent-ils être bénéfiques pour le développement économique d'un pays comme le Sénégal. Alors, les agences, quand vous dites, on parle des accords, c'est un instrument diplomatique parmi tant d'autres. Parce que ça, c'est dans le cadre de relations bilatérales où on signe un accord d'investissement avec un autre pays, où on signe un accord dans le cadre multilatéral ou dans le cadre de ce qu'on fait à l'OMC. Mais à côté des accords, il y a d'autres instruments, comme naturellement les missions, les B2B, les roadshows qu'on fait. Alors, en quoi ça peut impacter? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal formule un plan Sénégal 2050, où on dit que nous avons besoin de 18 000 milliards pour financer l'horizon temporel 2050, avec la stratégie sur les 5 ans. Donc, il nous faut de l'argent. Et l'argent que nous avons besoin ne peut pas être couvert par notre budget national. Donc, nous sommes aux alentours d'environ 7 500 milliards. Et nous disons qu'on a formulé une stratégie, la SND, on a besoin de 18 000 milliards. Donc, il y a un gap de financement qu'il faut aller chercher. Et ce gap-là, naturellement, il y a des financements concessionnels, Banque mondiale, FMI. Depuis 2 ans, on a des points d'achoppement, on n'a pas encore de décaissement extérieur. Il y a des prêts, naturellement, auprès des fonds souverains, auprès des agences, des banques multilatérales. Et c'est cette batterie de mesures-là que la diplomatie économique va utiliser pour aller exposer à l'international l'attractivité du pays, les avantages comparatifs du Sénégal. Quand on fait des promotions de diplomatie économique, c'est ce qu'on appelle du nation branding, c'est ce que fait le Rwanda avec Visit Rwanda, c'est ce que fait le Maroc avec la stratégie Morocco Now, Factory of Africa, c'est ce que fait l'Afrique du Sud avec Brand South Africa, ou donc tous les autres pays comme Dubaï, comme Singapour, comme la Malaisie font. Donc on va à l'international, on va rencontrer les investisseurs, on va dans les marchés pour exposer, pour leur montrer les avantages comparatifs du Sénégal. Que sont-ils? C'est le pays le plus stable en Afrique. Nous sommes à quelques heures des centres européens et des centres américains. Nous sommes en face des Amériques. Nous sommes le pays le plus stable en Afrique. Nous avons une jeunesse qualifiée, nous avons une population jeune, nous avons une énergie maîtrisée avec une redondance de l'énergie. Nous avons des infrastructures de dernière génération. Donc nous avons des infrastructures telco. Nous sommes connectés sur la fibre optique. Et mieux encore, aujourd'hui, nous avons des perspectives de gaz et de pétrole. Donc, ce qui veut dire que... Et nous sommes dans des environnements intégrés, puisqu'en arrivant au Sénégal, ils ont accès à 2 marchés. D'abord, le marché de la CEDEAO, qui est un marché d'environ 400 millions de personnes, avec des schémas de libéralisation des échanges. Et un autre marché beaucoup plus grand qui est aujourd'hui la ZLECAf, qui est un marché de 1,4 milliard. Nous allons y revenir. Voilà. Nous allons y revenir. Et donc, ce qui veut dire que quand on va aller faire de la diplomatie économique, on va convaincre les investisseurs parce que nous sommes dans un monde de compétition. Justement. Pour leur dire qu'il faut venir au Sénégal parce que nous avons une prévisibilité juridique, nous avons la sécurité des investissements, nous avons un code des investissements attractifs, nous avons mis en place des zones économiques spéciales qui sont des lieux d'attractivité avec les zones que nous avons. Nous avons un code des investissements, nous leur offrons des incitations financières, fiscales, des incitations douanières. Et donc tout ça, c'est cette batterie de mesures-là que nous offrons sur la scène internationale pour continuer à faire du Sénégal un pays attractif. Et je puis vous assurer que de 2014 à 2024, nous avons presque multiplié par 8 le volume des investissements étrangers à travers, naturellement, les investissements massifs qui ont été faits dans le oil and gas. Mais est-ce que ces investissements-là sont-ils en adéquation avec les accords de libre-échange que nous signons avec certains pays? Absolument. Et puis, pour insister toujours sur ce point, en quoi ces accords de libre-échange peuvent-ils être bénéfiques pour le Sénégal? Voilà. Alors, un accord de libre-échange est toujours bénéfique pour un pays parce qu'il faut savoir se spécialiser
Donc le Sénégal a des avantages comparatifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors un accord de libre-échange veut dire simplement qu'on va supprimer des barrières douanières et on augmente, on élargit les horizons géographiques pour notre secteur privé. Donc figurez-vous, aujourd'hui nous avons un marché de 18 millions de personnes, la ZLECAf c'est un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Donc on élargit les horizons géographiques, ça permet à nos entreprises d'avoir accès à un marché beaucoup plus vaste, ça permet d'avoir accès à des financements, ça permet de bâtir des coalitions, ça permet également de pouvoir aujourd'hui de se structurer et de se spécialiser. Et les défis, c'est là, c'est le Sénégal doit, à l'heure de l'accord de la mise en œuvre de la ZLECAf, aujourd'hui bâtir des clusters industriels. Nous avons aujourd'hui le gaz que nous faisons avec la Mauritanie. Donc aujourd'hui, nous devons bâtir des coalitions avec la Mauritanie pour au moins être une puissance énergétique dans la sous-région ouest-africaine. Donc, capacité productive de masse, donc, parce que c'est ça aussi. L'ambition de la ZLECAf, c'est d'industrialiser l'Afrique. Quel est le tableau aujourd'hui de l'Afrique? Nous sommes réservoirs de matières premières et nous sommes déversoirs de produits manufacturés. Nous exportons 97% de nos produits, de nos matières premières, ce qu'on appelle de raw material. Et l'Afrique ne représente que 2% sur la production manufacturière mondiale, 3% sur le commerce mondial. Nous sommes donc à la périphérie du monde. Donc, la ZLECAf, c'est de produire localement. Est-ce que nous ne sommes pas derrière la périphérie? Voilà, c'est de produire localement. À la lecture de ce que vous venez de dire, est-ce que nous ne sommes pas derrière la périphérie? Maintenant, l'accord de libre-échange va nous permettre de réduire ces gaps-là, parce que ça va nous permettre de travailler ensemble, de commercer entre nous. Nous commerçons qu'à hauteur de 17%, pendant que l'Europe commerce à 68% entre elles, pendant que l'Amérique commerce à presque 60%, et c'est le même ratio pour la zone Asie. Qu'est-ce qui se passe quand on ne commerce pas entre nous? Nous sommes exposés aux chocs exogènes, c'est ce qu'on appelle les nombreuses vulnérabilités. Quand l'Ukraine et la Russie font la guerre là-bas, ça impacte nos populations parce que le pain que nous mangeons, la farine de blé, le blé arrive de l'Ukraine et de la Russie. Justement. Quand il y a des perturbations dans le Moyen-Orient, avec les problèmes qui se passent avec l'Iran et les États-Unis, s'il y a des menaces de blocage du détroit d'Ormuz où passe 20% du pétrole mondial, les marchés sont frileux, ça impacte les coûts du pétrole. Nous en souffrons parce que le pétrole, nous continuons à importer du pétrole de là-bas, alors qu'on aurait pu. On produit aujourd'hui 100 000 barils le jour. On aurait pu renforcer les ventes que nous faisons avec le Nigeria, avec le Tchad, avec l'Algérie. Et c'est ça les enjeux de l'accord de libre-échange, c'est de commercer plus entre nous, d'être moins exposés aux chocs extérieurs et que, naturellement, d'augmenter la part de valeur ajoutée de nos produits. Rappelez que nous recevons M. Babacar Ba, qui est économiste. À travers nos échanges, vous avez beaucoup insisté sur les accords de libre-échange, ce qui nous ramène vers la ZLECAf. Absolument. Et rappelez également à nos téléspectateurs, vous avez écrit un livre sur la ZLECAf. On parle de la ZLECAf. Oui. On parle également de la gestion des pays. Oui. Et dans la gestion des pays, il y a ce qu'on appelle les deux mamelles de l'économie d'un pays, c'est-à-dire la douane et les impôts. Et parlant de ZLECAf, on fait référence également à la douane, au droit de douane. Absolument. Et la ZLECAf veut en fait qu'on lève quelques barrières douanières. Absolument. En quoi on peut parler d'une cohérence entre la promotion de la ZLECAF et également la prise en charge des besoins économiques d'un pays? Donc ça, c'est le dilemme de l'intégration. C'est le dilemme de l'intégration. Mais je voudrais d'abord rappeler que la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. C'est le plus vaste projet géopolitique que l'Afrique n'ait jamais signé. Je voudrais rappeler que nous sommes dans un monde géopolitiquement fragmenté, avec les États-Unis qui continuent de dominer le monde, la Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale. On a un déplacement aujourd'hui du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie-Pacifique, particulièrement vers la Chine. Il y a l'émergence de puissances à vocation régionale, ce sont les BRICS qui travaillent à la dédollarisation du monde. Donc voilà la fragmentation du monde. La Chine, en 2013, lance une grande initiative qu'on appelle la BRI, Belt and Road Initiative, pour bâtir de nouvelles routes commerciales, pour s'affranchir des corridors traditionnels contrôlés par les Occidentaux. 930 milliards de dollars d'investissement. L'Europe réagit rapidement avec le Global Gateway, avec environ 300 milliards d'euros à mobiliser à 2027. Rappelez-vous, il y a l'initiative Prosper Africa pour les États-Unis et l'Afrique. En 2018, nous signons l'accord de libre-échange, la ZLECAf. C'est le plus vaste accord de libre-échange au monde en termes de pays participants, puisque 54 sur 55 ont signé cet accord. Il n'y a que l'Érythrée qui n'a pas signé. Et c'est un accord qui ouvre un marché de 1,4 milliard d'habitants, un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars US, et avec l'ambition de créer 14 millions d'emplois à horizon 2030 et de sortir 20 millions d'Africains de la pauvreté.
avec une augmentation substantielle de 100 milliards de dollars par an au PIB africain. Donc voyez-vous, c'est quand même très, très ambitieux. Alors, vous avez effectivement évoqué le problème de l'équilibre des deux mamelles économiques, de la douane et des impôts. Mais je voudrais vous rassurer parce qu'en réalité, les gens ne se rendent pas compte que quand l'accord va supprimer 90% des droits de douane, précisément pour le cas du Sénégal, le commerce intra-africain ne fait rentrer que 15% sur les droits de douane. 15%, c'est un nombre extrêmement faible. Et donc, ce que nous allons gagner en nous ouvrant est beaucoup plus important que ces 15%-là, parce que figurez-vous, quand on s'ouvre à un marché de 1,4 milliard, d'abord, notre secteur privé va élargir ses horizons géographiques, élargir les carnets de commandes, mais également, nous allons capter aussi beaucoup de taxes intérieures, la TVA, des produits qui vont arriver chez nous sans payer de droits de douane. Donc, voyez-vous, ce que nous perdons dans les droits de douane, nous allons les compenser ailleurs, mais ça... Et par contre, vous avez raison, puisque les États comptent systématiquement sur ces deux mamelles économiques, parce qu'il y a des questions budgétaires, il y a cette tension, cette raréfaction des ressources extérieures, et donc forcément, il y a un manque à gagner tout de suite. Parce que selon les estimations, c'est dans les 10-15 ans, ces manques à gagner-là, avant que les gens puissent vraiment capitaliser. Et c'est pourquoi que la ZLECAf a mis en place un fonds de compensation doté de 100 milliards de dollars et qui est presque inconnu et qui est destiné à aider les pays pour mitiguer ces pertes de recettes douanières en attendant d'atteindre l'optimum. Mais encore une fois, l'Europe avait compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. Justement. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. Donc la construction européenne, c'est d'abord depuis 1951 avec la France et l'Allemagne, la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. C'était le motif de leur guerre. Et pourtant, ils se sont assis pour faire ça avant le traité de Rome de 1957. Et puis, vous avez toute la construction européenne, Maastricht, Schengen, marché unique, euro, qui est aujourd'hui une réalité, et l'Europe des 27. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont compris que dans ce monde fragmenté de compétition, il n'y a pas de place pour les petits. Donc, soit on est contraint de s'unir pour permettre à l'Afrique de peser dans les relations internationales, puisque demain, si on a une politique africaine commune sur l'agriculture, c'est le cas de la PAC en Europe, si on a une diplomatie africaine, donc on peut peser dans les instances internationales, on peut augmenter le poids de la négociation diplomatique, mais également on peut renforcer les capacités productives. Très bien. Excusez-moi, mais là, c'est vraiment de très belles intentions. Oui. Mais on sait, ici, ce que nous constatons en Afrique, c'est que même pour l'intégration sous-régionale, nous avons de sérieux problèmes. Oui. Il y a également le problème de l'instabilité au niveau des États. Comment faire pour combiner cela? Absolument. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a aujourd'hui, les incertitudes que traverse la CEDEAO, c'est ça. À la base, la CEDEAO, c'est une communauté économique. Justement. De développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est partie des 8 CR, ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Et je voudrais rappeler encore que la CEDEAO est la CR la plus intégrée en Afrique. Et les gens semblent l'oublier. La CEDEAO a énormément d'acquis que les gens ont oublié parce qu'à un moment donné, il y a eu des crises sécuritaires, des renversements de l'ordre constitutionnel. Et on s'est rendu compte que naturellement, sans paix, il n'y aura point de développement. Et ça a expliqué le glissement sur des questions politiques, ce qui a amené que la CEDEAO s'intéresse au sujet politique. Mais à la base, c'est une organisation économique effectivement, qui a d'abord un passeport communautaire, une carte d'identité communautaire, un schéma de libéralisation des échanges, un protocole sur l'investissement, la libre circulation, le libre établissement, et c'est dans la même zone que nous avons... Mais excusez-moi, ce que vous venez de dire là, c'est ce qui est souhaité. Oui. On parle de libre circulation, mais si on constate que pour se déplacer d'un pays à un autre, il y a de sérieux problèmes, surtout au niveau des barrières douanières dont je parlais tantôt. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aussi, il nous faut renforcer les capacités institutionnelles de nos États. Parce que souvent, un accord de libre-échange, il y a aussi des capacités institutionnelles à avoir. Regardez sur l'accord, par exemple, sur le schéma de libéralisation des échanges. Vous savez, il y a un dispositif presque méconnu qui existe depuis 1979 dans la CEDEAO et qui est rentré en vigueur en 1993, qui dit que quand vous avez le certificat d'origine CEDEAO, vous vendez dans tous les autres pays sans payer de droits de douane. Justement. Et les gens ne sont pas au courant. Et c'est dans chaque pays, il y a le ministère du Commerce ou de l'Industrie qui donne les certificats d'origine. Et c'est parce qu'on a une harmonisation déjà des normes et des règles, les normes phytosanitaires, etc. Et pourtant, il peut arriver que vous arriviez dans une zone, dans une frontière, avec vos marchandises, avec un certificat d'origine et que l'administration des douanes n'est pas assez outillée parce qu'il y a une plateforme qui permet de regarder chaque entreprise disposant d'un certificat d'origine. Mais imaginez, vous arrivez dans des pays où ils vous disent qu'au poste frontière, ils n'ont pas assez de matériel informatique pour aller vérifier. Et donc ce défaut de capacité institutionnelle est aujourd'hui un grand frein sur
l'application des accords de libre-échange. Et ça aussi, on peut le voir à travers aussi les aéroports. Nous avons une carte d'identité CEDEAO. Vous savez qu'aujourd'hui, la carte d'identité vous permet de vous déplacer sans passeport dans des aéroports. Il est arrivé des gens qui sont arrivés dans des aéroports, on leur a refusé l'accès parce que tout simplement, au niveau de la police des frontières, ils n'avaient pas la machine pour lire la nouvelle carte. Et donc, voyez-vous, il y a des défis que les États doivent relever quand on signe des accords de libre-échange, et c'est aussi le renforcement des capacités institutionnelles. Parce que c'est important pour assurer une bonne gouvernance, une continuité des services, et en cela, la CEDEAO, ils ont même mis en place une plateforme qui permet de faire des alertes pour dire que je suis arrivé dans tel poste frontière, on m'a interdit de rentrer, on me demande de payer, alors que, vous savez, il y a même une plateforme que la mais il y a un problème de suivi apparemment qui se pose. Mais comme naturellement, vous savez, dans nos pays, on a toujours des problèmes de suivi parce que souvent, on délaisse un peu les sujets économiques au profit des sujets politiques. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un, je fais ce plaidoyer en permanence. C'est à travers l'économie qu'on comprend le monde. Et malheureusement, dans nos pays du Sud, on met plus le politique devant. On mobilise les énergies nationales pour faire de la politique, la compétition électorale à ne pas finir. Monsieur Ba, je ne sais pas si vous l'avez constaté, depuis le début de notre entretien, on parle d'échange d'économie, mais c'est à un niveau à un niveau étatique. Alors que, à vous entendre parler, c'est le secteur privé qui est le poumon d'une économie. Dans tout ce débat, on ne parle pas du secteur privé. En quoi le secteur privé doit être associé et dans quelle proportion, et comment également le secteur privé doit travailler avec les États pour au moins qu'on parle de manière beaucoup plus concrète de l'intégration. Absolument. C'est d'abord rappeler avec force que le secteur privé qui crée de l'emploi, ce n'est pas l'État. Quand vous voyez un homme politique dire que l'État doit créer de l'emploi, ça veut dire qu'il n'a rien compris. C'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et pour qu'une entreprise crée de l'emploi, il faut au moins une des deux conditions. Soit augmenter son carnet de commandes ou augmenter son volume d'investissement, tout simplement. Soit on augmente le carnet de commandes, on a de l'argent qui rentre, on peut recruter, ou bien on augmente les fonds propres pour payer des salaires. Deux choses. Et le secteur privé, c'est le copilote de la diplomatie économique. Parce que quand on signe un accord de libre-échange, quand on signe un protocole sur l'investissement, quand on signe un accord de non-double imposition, mais on le fait pour le capital, on ne fait pas pour l'État. Et c'est pourquoi les chancelleries occidentales que vous voyez ici, presque 80% de leur activité diplomatique, c'est de la diplomatie économique parce que ce sont des centres d'expansion commerciale. Ils ont des bureaux économiques, des missions économiques, des conseillers économiques, d'ailleurs qui arrivent souvent des ministères en charge de l'économie ou du commerce dans leur pays et qui sont hébergés dans les ambassades. Et chaque matin, leur travail, c'est de trouver des débouchés commerciaux pour leurs entreprises. Et donc, quand on fait des commissions mixtes, les États, les gouvernements, eux, maintenant, ils font même plus de commissions mixtes, ils font des dialogues politiques. Et après, ils font à longueur de temps des missions économiques. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça veut dire que le secteur privé doit être associé davantage à la diplomatie économique. Parce que quand le Sénégal, aujourd'hui, le Mali, c'est notre premier client commercial. Justement. Alors, mais pourquoi aujourd'hui, chaque semaine, on aurait dû avoir des événements économiques au Mali pour amener tous les secteurs d'activité du Sénégal pour aller prospecter, parce que nous sommes beaucoup plus puissants que le Mali en matière économique. Et voilà aujourd'hui ce qu'il faut. Mais avant de faire ça, il faut une stratégie déjà de diplomatie économique. Et je voudrais saluer les efforts du nouveau ministre en charge des Affaires étrangères, son Excellence Cheikh Niang, qui a cette ambition, cette vision de renforcer la diplomatie économique, naturellement avec le président de la République et le Premier ministre aussi, qui initient en permanence ces actions de diversification, d'élargissement des horizons géographiques depuis qu'ils sont arrivés. Donc on sent qu'ils ont accéléré un peu la diversification. On parle beaucoup de souveraineté, mais ce n'est pas la fermeture, c'est la capacité maintenant de choisir et d'aligner sur nos priorités et de fixer nous-mêmes notre trajectoire de développement. Et en cela, il nous faut des champions économiques. Justement, en fait, je voudrais qu'on insiste sur un fait, parce que c'est vrai, c'est bien de parler de diplomatie économique. Mais comment peut-on parler de diplomatie économique dans un environnement d'instabilité et de corruption? Parce que c'est le problème, surtout des pays africains, le problème de la corruption et d'instabilité. Le premier facteur d'attractivité d'un pays, c'est la stabilité. Parce que quand il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement. Justement. Parce qu'un investisseur international qui vient, la première question qui va se poser, c'est la sécurité, c'est la prévisibilité juridique. Est-ce que les règles qui sont ici ne vont pas bouger chaque 2 mois? C'est la sécurité, c'est la prévisibilité juridique, mais c'est surtout aussi l'équité et les questions d'arbitrage et de règlement des différends. Et donc la paix,
c'est une condition sine qua non. Et alhamdoulilah, au Sénégal, nous sommes un pays très stable. Après avoir réglé ça, maintenant, ce sont les incitations qu'il faut mettre en place. Mais aussi, il faut un secteur privé prêt, préparé, outillé, parce que nous devons avoir des produits exportables. Parlant de ce secteur privé-là, M. Ba, excusez-moi, là aussi, il y a un souci. Comment dans un pays comme le Sénégal, bon, on parle souvent d'intégration, de zones de libre-échange. Comment dans un pays comme le Sénégal peut-on parler de ces sujets avec la floraison d'agences ou bien d'organisations patronales? Oui. Il y en a tellement au Sénégal. Il y en a beaucoup, mais vous savez, comme j'ai dit, la politique a gangréné presque tous les secteurs d'activité. Mais par-dessus tout, ce que moi je pense, moi j'ai été directeur de la diplomatie économique. Au-delà de tout ça, ça ne m'a pas empêché de travailler avec les vrais champions économiques. Je voudrais féliciter le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement parce que j'ai entendu un programme sous nos champions. Donc un programme de labellisation pour identifier des champions nationaux, à labelliser, à accompagner. Parce qu'un pays se développe avec des champions économiques. Et je pense qu'au-delà des divergences des organisations patronales, les vrais champions économiques doivent être identifiés, connus, accompagnés avec des dispositifs, notamment d'accès préférentiel à la commande publique, de financement, d'Exim Bank, mais également d'accompagnement dans la diplomatie économique, dans les missions économiques, de lobbying, de présentation. Et c'est comme ça qu'on va bâtir, en tout cas comme ce que font les pays aujourd'hui, des champions économiques capables de diffuser les produits made in Sénégal à travers le monde. Et aussi s'appuyer, nous avons un autre avantage comparatif, c'est la diaspora. Justement, j'allais revenir sur ça, c'est le dernier point de notre entretien, le rôle de la diaspora, parce qu'on voit au Sénégal, avec les nouvelles autorités, elles misent beaucoup sur la diaspora sénégalaise. Oui. Que doit être le rôle de la diaspora dans cette diplomatie économique? Pas tort. La diaspora, aujourd'hui, c'est l'année dernière, c'est presque 2000 milliards de francs CFA que la diaspora a envoyé. C'est à peu près plus de 10% du PIB du Sénégal. Sauf que ces flux ne servent qu'à financer la consommation des ménages. Aujourd'hui, les enjeux, c'est comment mobiliser l'épargne de la diaspora qui dort dans les banques du Nord. Parce que selon la Banque mondiale, chaque année, c'est 50 milliards de dollars US que les diasporas des pays du Sud épargnent dans les banques du Nord. Donc, c'est comment mobiliser cette épargne, la transférer pour financer des projets de développement. Il nous faut des véhicules financiers, il faut des passerelles de transition économique. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, quand on évoque les nouveaux financements, les financements innovants, la blended finance, qu'on peut parler de diaspora bond. Moi, je suis un banquier de la diaspora parce que j'ai été banquier dans la diaspora où j'ai vécu pendant 25 ans avant de rentrer. Depuis 15 ans, j'ai sillonné la diaspora pour théoriser l'impérieuse nécessité de mettre en place ces diaspora bonds. Dans mon premier ouvrage, je parle de la stratégie de mobilisation de la diaspora parmi les 6 stratégies de diplomatie économique que j'évoque. Et j'ai même théorisé l'idée de nommer des ambassadeurs de la diaspora. Figurez-vous, un jeune comme Habilam, c'est le numéro 1 sur le réseau TikTok. Justement. Un jeune comme Omar Sy, c'est l'un des acteurs les plus en vue en France. Un jeune comme Akon, c'est une star planétaire. Donc on a des avantages, des enfants dans la diaspora qui peuvent aider le Sénégal dans la réputation internationale, ce qu'on appelle le nation branding, pour vendre la destination Sénégal. Et ça, c'est de la diplomatie économique. Avoir des ambassadeurs de la diaspora, parce que la diaspora, au-delà d'être un canal de diffusion des produits made in Sénégal, et je voudrais terminer par ça, aujourd'hui, quand vous arrivez à Paris, Barbès, Château-Rouge, à Bruxelles, Matongué, New York, 116, à Casablanca, au marché Médina, ce sont des Asiatiques qui viennent acheter nos produits communautaires, qui vont les vendre à nos compatriotes de la diaspora. Ce n'est pas normal. Nous devons capter ce marché communautaire, organiser notre diaspora en réseau économique, encore une fois, des centrales d'achat. Imaginez si on organisait les Sénégalais d'Italie en centrales d'achat et on connecte avec le secteur privé, le secteur productif ici. On peut acheminer des centaines de conteneurs par mois, arriver en Italie, capté par les centrales d'achat de notre diaspora, commencer à diffuser parmi nous déjà avant, parce que la diaspora, c'est le premier canal de diffusion des produits. Et c'est ce que la diaspora chinoise fait. Aujourd'hui, les produits chinois ici au Sénégal, ce sont les Chinois qui le diffusent. Et donc, nous devons utiliser notre diaspora comme un levier économique, au-delà de financer le développement à travers des leviers financiers, mais de les utiliser comme des ambassadeurs économiques, des réseaux économiques de diffusion des produits made in Sénégal, et enfin, d'en faire un soft power, de l'influence, parce que
on a récemment relancé l'AGOA. Je vais rappeler que la diaspora nigériane aux États-Unis a fait beaucoup de lobbying auprès des congressmen pour la continuité de l'AGOA, l'Africa Growth and Opportunity Act, parce que le Nigeria gagne énormément avec l'AGOA. L'AGOA a été relancée pour 12 mois récemment. Rien ne se passe encore pour le Sénégal. Moi, je continue à faire ces plaidoyers. Nous avons une grande diaspora aux États-Unis. Nous avons même une Bamba Day aux États-Unis, à New York, dans la plus grande ville du monde. Ça, c'est de l'influence que nous devons utiliser et continuer à mobiliser nos fils de la diaspora dans tous les secteurs pour en faire des ambassadeurs du Sénégal, faire de la nation branding. Mais M. Ba, merci beaucoup. Moi Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et également dire merci à nos téléspectateurs. Rappelez juste que cette nouvelle émission sera diffusée 2 fois dans le mois, où on va parler de la diplomatie économique. On recevra également d'autres économistes, d'autres diplomates qui viendront nous expliquer l'utilité de la diplomatie économique et également ses bienfaits pour le Sénégal. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours.